Comment en est-on arrivé là? Comment une saga qui avait donné naissance à deux chefs-d'œuvre incontestés du cinéma de science-fiction, deux films qui avaient redéfini à la fois la peur et le spectacle, a-t-elle pu accoucher d'une suite aussi tourmentée? Alien 3 était attendu comme une évidence, presque comme une célébration. Le public voulait retrouver Ripley, poursuivre l'histoire, vivre une nouvelle expérience inoubliable, et pourtant ce qui devait être un triomphe est devenu une source de division. Un film qui a frustré, choqué, désorienté. En 1979, Ridley Scott invente un véritable cauchemar spatial. Avec Alien, il enferme le spectateur dans un huis clos suffocant, métallique, où chaque couloir devient un piège, chaque souffle un compte à rebours. La créature qui hante l'équipage du Nostromo n'est pas seulement un monstre, c'est une intrusion dans l'inconscient, une horreur organique, presque sexuelle, tout droit sorti d'un rêve fiévreux de H.R. Giger. Le résultat est immédiat, un chef-d'œuvre instantané qui redéfinit à lui seul deux genres, la science-fiction et l'horreur, en les fusionnant dans une expérience sensorielle inédite. Quelques années plus tard, James Cameron reprend le flambeau avec Aliens. Là où Scott avait sculpté la peur dans le silence et l'ombre, Cameron choisit le bruit et la fureur. Son film est une décharge d'adrénaline pure. La peur viscérale du premier opus devient ici un spectacle nerveux, explosif, où la tension ne faiblit jamais. Les spectateurs vibrent, hurlent, jubilent, le succès est colossal et la Fox comprend alors qu'elle détient une véritable mine d'or. Dès lors, une idée s'impose d'elle-même, il faut un troisième film. Mais un problème majeur se pose, il n'y a pas de scénario, pas de concept clair, pas de direction solide, seulement une certitude, Alien doit revenir. Le studio enclenche la machine. Les réunions se multiplient, des idées s'empilent, se contredisent, se déchirent. L'obsession n'est pas de créer un grand film, mais de livrer un film. La pression monte, les attentes deviennent écrasantes. C'est dans ce climat chaotique qu'entre en scène un jeune réalisateur, encore inconnu du grand public, David Fincher. À l'époque, il est surtout un prodige du clip et de la publicité, un technicien brillant. La Fox le choisit pour son énergie, sa capacité à travailler vite, et peut-être aussi parce qu'il est malléable, facile à contrôler. Mais Fincher va vite découvrir la réalité du terrain. Un tournage sans cesse réécrit, des décors démolis avant même d'être filmés, des producteurs omniprésents et une vision artistique broyée sous la logique industrielle. Avant Alien 3, il y a eu une dizaine d'aliens. Il y a eu d'abord cette histoire qui se déroule dans une immense station spatiale transformée en prison, une forteresse flottante pleine de criminels endurcis, livrés à la créature dans une atmosphère de désespoir total. Puis, un autre scénario, délirant. Un bataillon de marines clonés opposé à une armée entière d'aliens. De la science-fiction guerrière à grande échelle, presque une surenchère face au film de Cameron. Et puis il y a eu l'idée la plus folle, la plus singulière de toutes, celle de Vincent Ward. Un monastère en bois, perdu dans l'espace. Une planète médiévale peuplée de moines ayant rejeté toute technologie, vivant comme au Moyen-Âge, et quand l'alien débarquait, il n'y voyait pas un monstre extraterrestre, mais une punition divine. C'est audacieux, visionnaire même, mais trop étrange, trop risqué et surtout trop cher. Hollywood aime les idées neuves, mais seulement lorsqu'elles peuvent être facilement jetées à la corbeille. Alors le processus recommence, encore et encore. Un scénario né, il meurt. Un autre prend sa place et disparaît à son tour. La machine tourne à vide, broyant toute cohérence au passage. Pendant ce temps, le calendrier, lui, continue d'avancer. Les décors sont déjà construits, les acteurs sont déjà engagés, le tournage doit commencer. Mais il n'existe toujours pas de script définitif. Chaque matin, de nouvelles pages sont distribuées à l'équipe. Chaque soir, elles sont déjà obsolètes. Impossible de suivre. Impossible de planifier, impossible de contrôler quoi que ce soit. David Fincher n'a que 28 ans lorsqu'on lui confie la réalisation d'Alien 3. Un âge dérisoire pour une telle entreprise. Malgré tout, il veut croire qu'il peut s'imposer, il tente de modeler ce chaos en insufflant sa vision.
Un film encore plus sombre que les précédents, où l'horreur ne viendrait pas seulement de la créature, mais de l'atmosphère elle-même. Un univers clos, étouffé, désespéré, presque nihiliste. Il voulait filmer un cauchemar, à la fois visuel et psychologique. Fincher lutte, mais chaque effort, chaque idée est engloutie par l'instabilité d'un studio paniqué. Il tourne sans filet, sans contrôle, sans aucune garantie que ce qu'il filme sera ce que le public verra. Car le film final lui échappe totalement, arraché par la Fox, retaillé, mutilé. Le film qu'il avait en tête ne verra jamais le jour. Des années plus tard, interrogé sur cette expérience, Fincher lâchera une phrase devenue légendaire. Personne ne déteste Alien 3 plus que moi. Derrière cette formule lapidaire, il y a toute une vérité. Ce n'est pas simplement la haine d'un cinéaste envers un film raté, c'est la douleur d'un créateur qui a vu son œuvre lui être confisquée. La frustration d'avoir investi chaque énergie, chaque idée pour n'en voir presque rien survivre. Fincher ne vise pas seulement le film qui est sorti, il parle du processus, de l'humiliation, de la lutte perdue d'avance, il parle d'une plaie ouverte qui longtemps a failli tuer sa carrière avant même qu'elle ne commence. Ironie cruelle, ce désastre industriel qu'il a toujours renié a pourtant contribué à forger la légende de Fincher. Car s'il a survécu à Alien 3, s'il a résisté à cet enfer, c'est en grande partie grâce à cette rage qu'il a ensuite nourri dans Seven, Fight Club et tous les films qui ont fait de lui un maître du cinéma contemporain. Quand enfin le tournage s'achève, David Fincher n'est plus qu'un funambule étreinté oscillant entre colère et obstination. Pendant des mois, il a avancé sans filet, ses journées deviennent des marathons silencieux, passés à négocier image par image, préserver une respiration, rétablir une logique, défendre un raccord qui garde une part de sens. Chaque décision devient une bataille. Chaque plan rescapé est un acte de survie. Mais le studio, implacable, verrouille tout. La Fox ne voit pas un film, mais une ligne de chiffres, une échéance à respecter. Les producteurs reprennent le contrôle absolu. Réunion fermée, décision prise sans lui, imposition d'un rythme qu'il subit. Le montage lui est retiré des mains, confié à d'autres qui taillent dans la matière brute. Les coupes sont brutales. Les dilemmes moraux et religieux essentiels à la vision de Fincher s'évanouissent. Ce qui devait être une médiation sur la foi, la mort et le sacrifice devient un récit bancal, amputé de la substance. Le résultat à l'écran, un film sombre, confus, frustrant. Non pas sombre par choix artistique, mais sombre parce qu'il a été privé de clarté. Non pas ambigu, mais incohérent. Non pas poétique, mais mutilé. L'expérience ressemble à un moment donné à un documentaire involontaire sur son propre naufrage, une chronique de ce qu'il arrive quand l'art se heurte de plein fouet à l'industrie. Et pourtant, malgré les ciseaux, malgré la censure, quelques éclairs subsistent. Un travelling inquiet qui révèle la solitude d'un personnage, une silhouette engloutie par l'ombre d'un couloir, un plan effrayant sur la créature qui devient moins un monstre qu'un message de mort. Ces fragments presque fantomatiques témoignent de ce que Alien 3 aurait pu être, un cauchemar pur, à la fois subtil et tragique. Un film qui aurait pu devenir un chef-d'œuvre, mais qui reste à jamais écrasé sous le poids d'un studio trop aveugle pour voir l'or qu'il avait entre les mains. Alien 3 sort enfin. Le spectateur perdu ne sait pas quoi penser. Là où Cameron avait offert l'héroïsme, la famille, la victoire, Fincher propose la perte, la solitude, la résignation. Les critiques, elles, sont glaciales. Elles dénoncent un film trop sombre, trop cynique et surtout incohérent. Au box-office, l'affaire passe de justesse. Les chiffres sont corrects, mais bien en deçà des espérances. Et pour les fans, c'est une véritable trahison. Comment oser tuer Newt et Hux, hors champ, balayant en 1 minute à peine la fin triomphale d'Aliens? Comment transformer Ripley, héroïne guerrière, en prisonnière, condamnée, privée de tout espoir? Comment réduire à néant l'héritage émotionnel du film précédent? Très vite, Alien 3 devient le mouton noir de la saga, le film qu'on préfère oublier. Pour une génération entière de spectateurs, il symbolise la cruauté d'Hollywood, la preuve que les studios peuvent briser une saga par avidité et incompréhension. Et pourtant, avec le temps, les regards changent, les blessures s'apaisent. Si les fans continuent de reprocher à Alien 3 ses choix narratifs radicaux,
beaucoup commencent à percevoir une autre facette, celle d'une œuvre malade, mutilée mais traversée d'éclairs de génie. En 2003, la Assembly Cut voit le jour. Plus longue, plus cohérente, elle restaure des séquences disparues, redonne un peu de chair aux personnages secondaires et restitue partiellement la logique du récit. Ce n'est pas la vision intégrale de Fincher, il a refusé catégoriquement de s'impliquer. Pour certains, c'est même une redécouverte. Et si Alien 3 n'avait jamais été un mauvais film, mais est seulement un film inachevé. Alien 3, c'est pas simplement un mauvais film. Le film est victime d'une date de sortie déjà gravée dans le marbre avant même que l'histoire n'existe. Victime d'une franchise devenue trop lourde pour ses propres épaules. Prisonnière d'attentes impossibles à satisfaire. Victime surtout d'un système hollywoodien où la créativité, l'audace et la vision passent toujours après la rentabilité. Alors oui, Alien 3 est brisé, incomplet, incohérent, frustrant, mais il ne disparaît pas pour autant. Au contraire, il fascine, il obsède. Pas parce qu'à travers les cicatrices, ses coupes abruptes, ses fulgurances inachevées, on devine l'ombre d'un chef-d'œuvre, un film qui aurait pu être l'un des cauchemars les plus sublimes jamais projetés sur grand écran, et peut-être que la vraie leçon, elle est là. Alien 3 n'est pas seulement une suite mal aimée, il nous rappelle qu'à Hollywood, même les monstres les plus puissants peuvent être terrassés, non pas par un héros, mais par un tableur Excel. Quand Hollywood force la machine, même un alien peut mourir étouffé dans l'œuf.